concerner les États-Unis. Voyons comment les arrêter à temps. Les tornades. Un phénomène naturel qui, chaque année, fait des victimes. C'est certainement le plus effrayant déchaînement de la nature. Elles sont brèves, imprévisibles et meurtrières. Dans ce cône meurtrier, la vitesse du vent atteint 500 km/h. Un caprice de la nature parmi les plus rapides du globe. Bien trop dangereuse pour qu'on puisse s'en approcher. Les tornades sont aussi mystérieuses que dévastatrices et nous réservent sans cesse des surprises. Une chose est sûre, elles tuent et anéantissent tout sur leur passage. Nous allons vous conduire au cœur des tornades pour tenter d'en découvrir le fonctionnement, les effets et les moyens de s'en protéger. Commençons par les observer. Une tornade est un ensemble de plusieurs courants d'air qui tournent sur eux-mêmes, formant un nuage qui descend jusqu'au sol et qui rafle tout ce qui se trouve sur son chemin. La durée de vie d'une tornade varie de quelques secondes à plus de 3 heures. Elles aspirent en tournoyant. Leur épicentre est en effet un énorme courant d'air ascendant capable de soulever les toitures, des débris divers, mais aussi des camions, avant de les rejeter des kilomètres plus loin. Des nuages orageux font remonter l'air depuis le sol. Il s'enroule sur lui-même comme une vrille. Plus il se resserre, plus le tourbillon est rapide. Ainsi naît une tornade. Si nous savons comment se forme une tornade, elle demeure néanmoins un phénomène presque totalement inconnu. La difficulté majeure étant l'approche nécessaire pour les étudier. Tout ce que l'on sait, c'est qu'elles sont pleines de surprises. On évalue la vitesse du vent d'une tornade à partir des dégâts qu'elle a causés. Leur classification va de 0 à 5 sur l'échelle de Fujita. La tornade de force 1 occasionne des vents modérés qui détruisent des arbres et pulvérisent des pancartes. Celle de force 5 rase tout sur sa trajectoire. Les États-Unis sont un terrain de prédilection pour les tornades. Elles y sont très fréquentes et s'y développent aisément. Voici l'allée des tornades, qui s'étend du Texas au Nebraska. Au cours du siècle dernier, dans les Grandes Plaines, on estime que des milliers de personnes ont été tuées par les tornades, et les dégâts se chiffrent en milliards de dollars. Chaque année, environ 1000 tornades s'abattent sur les États-Unis.
La puissance du vent est terrifiante et augmente de façon colossale avec la vitesse. Cette soufflerie sert à tester la résistance des immeubles face au vent. Voyons quel effet cela fait de se retrouver au cœur d'une tornade. On est à 48 km/h. C'est un vent assez fort. Là, on est à 72 km/h. Maintenant à 120. « 120 km/h. Cela correspond au début d'une tornade de force 1. Le plus grand record atteint est de force 5, soit 512 km/h. À cette vitesse, une tornade décime une ville entière. Nous allons vous montrer la tornade la plus rapide qui ait existé et l'incroyable tempête qu'il a engendrée. Le 3 mai 1999, un front de grosses tempêtes se forme et progresse vers l'Oklahoma. La plus puissante d'entre elles est baptisée Tempête A. Sous le soleil étouffant des plaines du sud des États-Unis, des orages très particuliers apparaissent. C'est ce qu'on appelle des supercellules, et Tempête A en est une énorme. C'est une tempête apocalyptique, chargée de grêle, de pluie, d'éclairs et de tornades. La situation géographique unique de l'Amérique du Nord favorise la naissance des supercellules. L'air humide remonte du golfe du Mexique et se dirige vers le sud-est des États-Unis. Un courant d'air sec et chaud arrive du sud-ouest en provenance du désert, tandis qu'un autre d'air froid, se déplaçant à haute altitude, arrive des Rocheuses. Tous deux se rencontrent sur l'allée des tornades. L'air chaud s'élève selon le principe de fonctionnement des montgolfières, tandis que l'air froid descend. L'atmosphère devient instable. L'air chaud et l'air froid s'affrontent. C'est alors que le dernier ingrédient entre en jeu, un tourbillon comparable à une turbulence. Ces déplacements d'air à différentes altitudes déclenchent la rotation de la supercellule et activent la tornade. C'est un phénomène identique qui s'est produit dans l'Oklahoma en mai 1999. Tempête A menaçait déjà par force 3, mais ce n'était qu'un début. À mesure de sa progression vers le nord-est, elle a donné naissance à une deuxième tornade de force 5, d'une nature très spéciale. Oh my God, I know it. Son diamètre a atteint 1,5 km de large. Ce jour-là, 40 personnes ont trouvé la mort et 748 ont été blessées. Les dégâts matériels se sont élevés à près d'1,5 milliard de dollars. C'est la tornade la plus chère des États-Unis. Elle a battu tous les records enregistrés jusqu'ici. Des radars ont permis aux scientifiques de mesurer la vitesse du vent à plus de 500 km/h. Les chercheurs à bord de ces véhicules comptent parmi les plus éminents spécialistes des tornades. Nous allons tenter avec eux d'en observer une de plus près. Mais au pays des tornades, on ne peut rien garantir et une surprise nous attendait.
Le Panhandle, au Texas, est une région de plaine. C'est ici que sont apparus bon nombre des supercellules. Les tornades sont ici chez elles. Ces camions d'aspect pour le moins étrange transportent des radars. Ce sont eux qui ont permis d'observer et de mesurer les vents à Oklahoma City. Toute la journée, nous avons pris en filature une supercellule prometteuse. 9 heures plus tard, et des centaines de kilomètres plus loin, le spectacle n'est pas au rendez-vous. Les chasseurs de tempêtes les plus affûtés ne sauraient pas prévoir l'évolution de ce phénomène météorologique. La chance finit malgré tout par nous sourire. Nous nous approchons de la tempête. Par radio, la décision est prise de modifier notre position. En effet, nous sommes au plus mauvais endroit. Il semblerait que la tempête soit plus futée que nous. Nous assistons à la phase au cours de laquelle une supercellule produit une tornade. C'est ce qu'on appelle un mésocyclone. Cela ressemble à une tornade paisible. Il s'agit du même type d'énergie, du même courant d'air ascendant et de la même rotation. Il s'étend sur une zone de plusieurs kilomètres. La vitesse du vent est beaucoup plus faible. Tout danger semble écarté. Nous espérons que le courant d'air ascendant va commencer à aspirer de l'air et que le tournoiement va se renforcer. Mais nos attentes sont encore une fois déçues. Voici la première attaque colérique d'une tempête furieuse. Il est temps pour chacun de rejoindre au plus vite son véhicule. Car cette supercellule ne fabrique pas une tornade, mais une grêle redoutable. Les grêlons sont de la taille de balles de golf et sont susceptibles de provoquer de graves dégâts. Dans la voiture, nous avons l'impression de subir une attaque à la mitrailleuse. Le pare-brise semble prêt à exploser. Les rétroviseurs ont déjà disparu. Heureusement, nous sommes à couvert. La tempête a débuté depuis 20 minutes à peine que déjà les grêlons s'amoncellent sur le sol. Au Texas, c'est l'été, mais on se croirait en plein hiver. La tempête s'arrête. Nous nous rassemblons pour évaluer l'étendue des dégâts. Personne n'est blessé. Normalement, à ce stade, il est possible d'assister à la formation de tornades. Malheureusement, nous n'avons eu que de la grêle. Comment une tempête destinée à produire des tornades fabrique-t-elle de la grêle? C'est l'aspiration qui est à l'origine de la formation des tornades. Les gouttes de pluie sont recueillies dans les nuages à très haute altitude et se mettent à geler. Suspendues dans le courant d'air ascendant, elles sont alors recouvertes d'eau et gèlent une deuxième fois en formant plusieurs couches de glace. Quand les grêlons atteignent une certaine grosseur, les nuages ne parviennent plus à supporter leur poids et les grêlons s'abattent sur le sol. Se retrouver sous une pluie de grêlons de cette taille est une expérience effrayante, même à l'intérieur d'une voiture. Des éclairs zèbrent le ciel. On sent les vents tourbillonnants de la supercellule charrier tour à tour de l'air chaud et de l'air froid. La température change d'au moins 20 degrés en l'espace de quelques secondes. Cette tempête n'en a pas fini avec l'État du Texas.
nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Ce ne sont pas forcément les plus grosses tempêtes qui sont à l'origine des tornades. Pour l'heure, nul ne saurait expliquer précisément pourquoi certaines tempêtes en produisent et pas d'autres. Nous ne savons pas pourquoi une tornade est puissante ou faible, ni pourquoi certaines tempêtes produisent plus d'un tourbillon à la fois. Il arrive aussi qu'une tornade demeure invisible. Parfois, seuls les débris en mouvement révèlent sa présence. Cette spirale de poussière associée à la basse pression entraîne la condensation de l'humidité de l'air et provoque l'apparition d'un filament nuageux. Des études ont montré que ce que nous voyons n'est autre que le noyau de la tornade et qu'en réalité, la partie la plus meurtrière peut s'avérer invisible. Des tornades peuvent aussi se former sans supercellules et ne pas atteindre le sol. Rendons-nous en Australie, où le phénomène des trombes marines est plus fréquent. Ce sont des sortes de tornades qui se forment sur la mer. Voici le port de Sydney durant l'été 2001. Ces bateaux s'apprêtent à sortir en mer de Tasman pour y disputer la régate de Hobart. Certes, l'épreuve est difficile, mais en 2001, 11 bateaux ont abandonné dès la première nuit. Voyons ce qui s'est passé. Ce bateau est un 24 mètres. La trombe marine a surpris le capitaine par son extrême blancheur. Elle venait droit sur eux. Quand elle est passée sur le bateau, elle l'a renversé. L'embarcation de 20 tonnes s'est retrouvée ballottée par les flots. La grande voile a été déchirée et lorsqu'ils sont passés en plein centre du tourbillon, d'énormes grêlons ont bombardé le pont. Les tornades se forment sous les supercellules, ce qui n'est pas le cas des trombes marines qui se forment sous des nuages orageux ordinaires, souvent avant les averses. Les nuages sont à l'origine des aspirations et le tourbillon provient des vents changeants. La vitesse est rarement élevée. Mais ils peuvent avoir des effets catastrophiques. Tous les membres de l'équipage sont rentrés sains et saufs. Les trombes marines n'emportent pas les débris et le vent ne dépassait pas 125 km/h. Le bateau a poursuivi sa route, malmené, avec à son bord des passagers malades. Si vous souhaitez comprendre le mécanisme d'une tornade, il n'y a qu'un seul moyen, en fabriquer une vous-même. C'est ce qui se fait dans ce centre expérimental. La recette comprend des bulles et de la sueur. Il s'agit d'abord d'engendrer un puissant courant ascendant, identique à l'aspiration située au cœur d'une tornade. Le déplacement de l'air ne semble pas se transformer de lui-même en un tourbillon, comme dans une tornade. Ce n'est que lorsque le deuxième ventilateur entre en action qu'un tourbillon se forme. En effet, ce ventilateur fait de la spire un tourbillon. Pour la rendre visible, on lâche des bulles de savon dans le tourbillon. Pour finir, on ajoute des débris. À cette échelle, de la sueur suffit. Nous obtenons une réplique exacte de tornade, avec un large nuage rempli de débris en haut et un conduit plus étroit en bas.
Les scientifiques maîtrisent avec précision l'intensité de la rotation. Si la rotation diminue, une chaîne de bulles se forme et monte vers le nuage orageux. Nous avons alors la forme la plus souvent observée quand une tornade apparaît ou disparaît. Lorsque la rotation contrebalance le courant d'air ascendant, la tornade s'épaissit et revêt sa forme caractéristique d'entonnoir. C'est le genre le plus destructeur. La vitesse des vents augmente, l'ensemble gagne en puissance. Quand une tornade de force 5 souffle au-dessus des routes, elle en arrache le goudron. Ces tests d'expérimentation sont indispensables. Nous pourrions sauver des vies chaque année si nous étions capables de dire avec précision à quel moment une tornade va apparaître. Voici le centre de prévision des tempêtes à Norman, dans l'Oklahoma, au cœur de l'allée des tornades. Ces gens sont là pour avertir les Américains du départ des tornades. Mais ce type de prévision n'a rien d'une science exacte. Des satellites météorologiques font le tour du globe et leur transmettent des informations sur chaque centimètre carré de ciel et de terre. C'est à eux que revient la décision de transformer l'information brute en une alerte. Mais la question reste entière concernant les tempêtes qui sont susceptibles d'engendrer des tornades. C'est pourquoi, si nous désirons mieux connaître le phénomène des tornades, nous devons tout d'abord nous intéresser aux tempêtes. C'est l'objectif de ces chercheurs. Cet engin a tout l'air d'un avion d'entraînement des années 50. Il est équipé d'instruments scientifiques et renforcé par un épais blindage. La foudre l'a déjà brûlé en plein vol. L'avion a été frappé à plus de 30 reprises. Cet avion est le seul à pouvoir voler à travers une supercellule. Les voici à présent qui se hâtent vers le cœur d'une tempête. Ils vont mesurer la température exacte à différents niveaux de nuages et tâcher d'en comprendre le principe. Une deuxième équipe a prévu de lâcher ces ballons couverts de capteurs dans le nuage. Ils prennent la route d'Oklahoma sous une pluie torrentielle à la poursuite d'une supercellule. Certains scientifiques pensent que c'est la température qui transforme une tempête ordinaire en tornade. Ces ballons en latex gonflés à l'hélium renferment des instruments qui mesurent la température, l'humidité et la charge électrique. Nous cherchons à déterminer les conditions favorables à la naissance de tourbillons. Pendant ce temps, la tempête progresse. Les chercheurs vont tenter de comprendre le fonctionnement de cette tempête. Être frappé par la foudre est effrayant, même à bord d'un avion blindé, lorsque l'on sait que les courants d'air descendants arracheraient volontiers les ailes d'un avion ordinaire. Même cet avion a ses limites. S'il osait pénétrer au cœur de la tornade, en dépit de son blindage, il serait vite réduit à néant. On comprend aisément qu'une tornade qui frappe les humains au sol soit dévastatrice. Car les tornades sont des tueuses. Cet homme a approché le cœur de l'une d'entre elles, et aussi incroyable que cela puisse paraître, il a survécu. Son témoignage est vital pour ceux qui tentent de comprendre le phénomène. La première chose que Tyler a vue de la tornade, c'est qu'elle arrivait de derrière les arbres. Les habitants de l'Oklahoma cohabitent toute leur vie avec des tornades. Ils savent ce qu'ils risquent. Priorité numéro 1, trouver un endroit où se cacher. Avec ses compagnons d'infortune, Tyler s'est précipité dans un tuyau souterrain. Ils ont rampé aussi loin que possible. Même là, ils étaient à peine hors de portée des vents féroces. Le t-shirt de Tyler a été aspiré, ainsi que son téléphone portable. La tornade a tout fait pour l'extirper de son refuge. Puis, tout s'est apaisé. Quand je suis sorti, les immeubles avaient disparu. Des poids lourds étaient renversés. On se serait cru dans un pays en pleine guerre. Dehors, ils se sont retrouvés dans un paysage de désolation. Le terminal de fret était détruit.
Cette voiture a été soulevée et projetée à une distance égale à un terrain de football avant de s'écraser. Tel est le pouvoir de la tornade. Comme tous ceux qui y ont survécu, Tyler peut s'estimer heureux. Car lorsqu'une personne est prise dans un tourbillon, ses chances de survie sont minimes. Avec la vitesse, le plus petit objet de la vie quotidienne devient un véritable projectile. Certes, la puissance du vent est terrible, mais ce sont les débris qui produisent des dégâts. De petites pierres deviennent de véritables balles. Lancée à une centaine de km/h, une simple aiguille peut s'enfoncer profondément dans le corps humain. Le moindre morceau de verre ou de métal sectionnerait des membres en l'espace d'une seconde. La boue et le sable deviennent aussi des armes mortelles. Ils remplissent les orifices vitaux tels que le nez et les oreilles, jusqu'aux orbites des yeux. Un individu pris dans un tourbillon peut aussi ressortir de l'autre côté privé de sa peau, littéralement décapé par du sable. Il est fréquent que l'on ne retrouve pas les corps des victimes. Il existe néanmoins des miraculés. Ils sont parvenus à éviter les débris et ont survécu à leur chute après que la tempête les ait éjectés avec force. Dans le cas des trompes d'eau, les débris sont moins dangereux, car la tempête n'aspire que de l'eau. Voilà pourquoi l'équipage du bateau de course est revenu sain et sauf. Toutefois, nous avions là des trompes marines encore plus rapides, et si l'une d'entre elles avait atteint le bateau, elle l'aurait emporté et anéanti. En principe, aux États-Unis, les tourbillons se déplacent du nord vers l'est. La tornade du Kansas de 1991 n'a pas dérogé à la règle. Les observateurs disent avoir aperçu 3 entonnoirs distincts en train de tournoyer les uns sur les autres. Une petite ville baptisée Andover était sur la ligne de mire. Les sirènes étaient hors service. Un policier a parcouru les rues afin d'avertir le plus de gens possible. Il est arrivé à temps jusqu'au groupement de Mobile Home. Près de 300 personnes ont été sauvées. 13 ont péri lorsqu'à 18h35, la tornade a détruit des centaines de Mobile Home. La même tornade a surpris cette équipe de tournage sur l'autoroute. Ses membres ont trouvé refuge sous un pont. Cette séquence a été diffusée dans le monde entier. Cette équipe a eu beaucoup de chance. Lors de la tornade de 1999, 2 personnes ont été tuées après avoir été aspirées d'un pont autoroutier. Cela revient un peu à se cacher sous un arbre lors d'un orage, car c'est le pire endroit qu'on puisse imaginer. Voici quelques explications. Un pont autoroutier a une forme de V. À mesure que le vent pénètre dans le V, il a de moins en moins d'espace. Or, on suppose qu'une même quantité de vent dans un espace réduit augmente sa vitesse. Le pont jouerait alors un rôle d'amplificateur et d'accélérateur en faveur des vents. Il est donc faux de penser qu'un pont autoroutier serait un bon refuge. C'est au contraire un piège mortel. Des personnes menacées seraient plus en sécurité dans un fossé. Mais il n'est pas toujours évident de trouver un lieu en sécurité face à un tourbillon. Moore, mai 2003. Un mois record pour les tornades en Oklahoma. L'une d'elles a emprunté cette rue. Des appels anti-tornades ont retenti dans la ville de Moore 21 minutes avant que le tourbillon n'ait été repéré. Avant de devenir l'épicentre de la tornade du 8 mai, ceci était une maison. Là, c'était mon salon. Ici, c'était la chambre. Et ici, la cuisine. Et là-bas, c'était la salle à manger. Le travail de démolition est terrible et peut s'avérer funeste. Si une grosse tornade vient à vous surprendre dans une maison sans protection, vos chances de survie sont faibles.
Au cours des 20 dernières années, la zone qui entoure Oklahoma City a été frappée par 28 tornades. Dans cette région, se tenir prêt à les affronter est devenu une seconde nature. Le 3 mai 2003, le centre de prévision des tempêtes, situé à quelques kilomètres au sud, a émis un signal d'alerte. L'équipe d'urgence se tenait prête. Les nouvelles ont été diffusées sur l'ensemble des stations de radio et des chaînes de télévision de la région. Les sirènes ont retenti. Le responsable des urgences a fait appel aux surveillants bénévoles répartis sur toute la zone afin de suivre l'approche du tourbillon. Dès leur plus jeune âge, les habitants sont entraînés à réagir rapidement. Les mobil-homes sont particulièrement exposés. C'est pourquoi de nombreux sites comportent une pièce spéciale anti-tornade. À présent, l'observateur doit s'abriter. Les pompiers, eux aussi, sont à l'abri en attendant que la tempête cesse. La position de sécurité est éloquente. On a coutume de dire que les tornades sont comme les crashs aériens, mais sans avion. Les tornades modifient la pression de l'air. On a même cru qu'elles provoquaient l'explosion des maisons. Ce test nous montre comment faire exploser un morceau de verre. L'air qui se trouve derrière le verre est aspiré. Non seulement la pression se met à baisser, mais le morceau de verre se courbe de façon inquiétante. Et se brise. On conseillait autrefois d'ouvrir les fenêtres pour égaliser la pression. On conseille aujourd'hui de faire l'inverse. Il faudrait fermer les fenêtres et les portes, à condition d'avoir le temps. Vivre sur l'allée des tornades implique quelques adaptations. De nombreuses maisons sont équipées d'un blocos souterrain dans leur cour ou d'une pièce refuge spéciale. Mais on n'est jamais trop à l'abri quand une tornade débarque en ville. Il faut s'éloigner le plus possible des murs extérieurs et se réfugier au centre de la maison avec de l'eau, une lampe torche et la radio. Si l'on ne dispose pas de pièces refuge, la salle de bain sera l'endroit le plus sûr. Elle garantira une plus grande protection face aux projectiles. Et les installations sanitaires tiendront peut-être le choc, même si la maison venait à s'envoler. Comment une tornade transforme ce qui était une maison en un tas de ruines? Les suites d'une tornade peuvent être très étranges. Il est arrivé que le toit et les murs soient arrachés, mais qu'à l'intérieur, tout soit resté intact, y compris les décorations les plus fragiles. Comment est-ce possible? Le vent s'engouffre sous le toit et crée un courant ascendant, ce qui a pour effet de le désolidariser des murs. Par ailleurs, la pression que le vent exerce sur le mur de devant le repousse vers l'intérieur et à l'inverse, tire vers l'extérieur les autres murs. Une fois le toit envolé, la maison s'écroule. On dit qu'une tornade de force 5 exerce une poussée vers le haut qui avoisine les 100 tonnes. C'est ici que les matériaux de construction sont mis à l'épreuve. Pour analyser la réaction des édifices face aux conditions naturelles les plus extrêmes, on a construit une machine capable d'éparpiller les débris aussi vite qu'une tornade. Nous allons tenter d'évaluer le rapport entre la puissance de l'impact d'une tornade et sa vitesse.
Voici les restes d'une tornade de force 3. Ce type de verre est spécialement renforcé et conçu pour résister aux ouragans. Mais beaucoup de maisons ne possèdent pas de fenêtres renforcées. Sur l'allée des tornades, de nombreux édifices doivent se contenter de ce genre de matériaux. En cas d'attaque de niveau 3, les murs eux-mêmes ne garantiront pas la protection nécessaire. Voyons à présent ce que produit réellement une tornade. L'équipe effectue les réglages du dispositif pour simuler une tornade de force 5. Les débris vont voler à 160 km/h. Ce test montre ce qui se passe à l'intérieur d'un bâtiment pris d'assaut. 3, 2, 1. Les murs semblent être en papier. Le mobilier n'offre pas davantage de protection. Bien au contraire, les meubles peuvent tuer. Quand ce type de tornade se produit, les édifices ordinaires sont voués à la destruction. Ce mur a été étudié et renforcé. Il est destiné à résister aux tornades. Il se compose de 2 couches de briques. L'espace qui les sépare est rempli de béton armé. Le mur a tenu. C'est pourquoi sur l'allée des tornades, on a tout intérêt à se préparer au pire. Nous avons rencontré un homme qui doit la vie à un abri anti-tornade solide. J'ai vécu 3 tornades. Don s'est engouffré dans son refuge dès qu'il a entendu l'alerte, soit 20 minutes avant l'arrivée de la tornade. Elle a frappé juste au-dessus de lui. Des vibrations se sont produites quand des débris en métal l'ont heurté, provoquant un vacarme à vous rendre sourd. Dans les zones les plus exposées, le gouvernement américain subventionne la construction d'abris. Lors de la dernière tornade, Don s'est caché dans sa salle de bain et a survécu. La construction de cet abri en béton est d'un seul tenant, de façon à ce qu'il n'y ait aucune fissure ou zone de fragilité, et la porte est en acier. Cela peut sembler étroit, mais on n'y reste pas plus d'une demi-heure. C'est sécurisant, un peu comme un coffre-fort. Comment décrire une tornade à quelqu'un qui n'en a jamais vécu, en imaginant un bulldozer qui croise un avion? Pour le seul mois de mai 2003, plus de 400 tornades ont été déclarées. Les dégâts causés dans cette rue par la tornade sont impressionnants. Après la tornade de 1999, ces maisons ont été reconstruites, tout comme celles qui se trouvaient ici auparavant. Il est très rare que 2 grosses tornades ciblent le même endroit. C'est pourtant ce qui est arrivé ici, dans cette rue. Les dégâts permettent d'évaluer la puissance d'une tornade. Ce n'est qu'après une expertise que l'on peut avoir une idée plus précise de son intensité et en estimer la vitesse. La Federal Emergency Management Agency arrive pour le nettoyage. Son rôle est d'expertiser les lieux.
Des meubles pulvérisés et des débris jonchent le sol. Voilà ce qui reste après une tornade. La tornade a arraché le toit de cette maison et l'a violemment projeté sur la maison voisine. Au croisement de ces deux rues, il y avait une pancarte. C'est la direction que la tornade a empruntée. La pancarte a été retrouvée encastrée dans le premier étage d'une maison voisine, 200 mètres plus loin. Nord-Ouest, avenue L'Automne. À croire que le passe-temps préféré des tempêtes est de prendre les objets et de les déplacer. Le plus étonnant, c'est leur capacité à déplacer des objets lourds et à transporter des débris plus petits sur des centaines de kilomètres. Le 8 juin 1995, une alerte aux tornades retentit. Ce n'était pas une tornade tueuse, mais lorsque la tempête a atteint une zone industrielle située au sud de la ville, elle a prélevé de grosses quantités de débris de toute taille, aussi bien des véhicules entiers que de simples morceaux de papier. Si vous êtes stupéfait par son travail de destruction, vous le serez encore plus en apprenant où ont atterri les objets dont elle s'était emparée. Les répercussions de la tempête Pampa ont donné lieu à une étude sur la destination des débris parmi ceux qui ont pu être retrouvés. C'est ainsi que l'on a trouvé un reçu à 116 km d'ici, en direction du nord-est, dans l'État voisin de l'Oklahoma. Tandis que les débris plus lourds sont retombés à la moitié de cette distance. La plus longue distance enregistrée parcourue par un objet emporté est de 360 km. De manière générale, les objets les plus légers sont portés par le courant ascendant et attirés jusqu'à la supercellule. Quant aux objets plus lourds, leur forme joue un rôle essentiel. Une voiture présente une forme qui n'est pas si éloignée de celle d'une aile d'avion. Si le vent est assez fort, il peut passer en dessous et la soulever dans les airs. Mais selon la trajectoire qu'elle prend, si elle change sa position par rapport au vent, l'effet du courant ascendant peut être réduit à néant en l'espace d'un instant. L'entonnoir tournoyant le rejettera alors et le lâchera dans le vide, avec les conséquences terribles qui s'ensuivent. Pour pénétrer le mystère d'une tornade, les scientifiques doivent trouver un moyen de maintenir leurs instruments au sol. Ces cônes rouges sont conçus pour cela. Ce sont les seuls outils scientifiques à avoir traversé une tornade et à en être ressortis avec des informations sur la pression. Il faut une très grande expérience pour prévoir exactement l'endroit où une tornade va se déclencher. Le vent doit être orienté dans la bonne direction. Le taux d'humidité doit être élevé. Et étrangement, les rayons du soleil, eux aussi, contribuent à déstabiliser l'atmosphère. Les cônes ont été testés dans des souffleries. Ils doivent être capables de résister aux vents les plus violents. Grâce à leur forme aplatie, ils ne risquent pas d'être emportés. Des capteurs de pression sont positionnés sur la surface des testeurs. À partir des données météorologiques, ils mesurent la vitesse du vent à l'intérieur de la tornade. La difficulté consiste à les placer au bon endroit. Il ne suffit pas de disposer d'une technologie adaptée pour approcher une tornade. Il faut aussi du courage et de l'expérience. Les testeurs sont en place. Les chercheurs attendent le dernier moment pour quitter les lieux. Ils tiennent à ce que la tornade passe juste au-dessus.
À présent, il faut fuir. Car si les testeurs peuvent survivre à la tornade, ce n'est pas le cas pour les membres de l'équipe. Ils doivent se mettre à l'abri dans le camion à bonne distance et attendre. Ils ignorent encore si les testeurs vont résister. Tout n'est que prévision. La mission a réussi. Ils ont découvert que la chute de la pression et l'aspiration au cœur de la tornade sont plus importantes et plus fortes que ce qu'ils avaient imaginé. Les tornades ne sont pas éternelles. Qu'est-ce qui provoque leur mort? Tant que la tempête continue à produire son courant ascendant, la tornade dispose de l'énergie nécessaire pour poursuivre son œuvre de destruction. Mais dès que la tempête se calme, la tornade se dissipe. Toutes les tornades ont une fin. En attendant, elles font œuvre de destruction massive. Nous avons beaucoup de choses à découvrir sur les tornades. Mais pour l'instant, le mieux que nous ayons à faire est d'apprendre à nous y préparer et à ne pas les défier. Car les tornades sont des machines de destruction redoutables.